Il y a des moments où tout est clair. Vous savez ce que vous devriez faire. Vous voyez ce qui ne fonctionne plus. Vous comprenez la situation avec lucidité. Et pourtant, rien ne se passe. Et le plus étrange, c'est que sur le moment même, vous pourriez presque agir, mais quelque chose interrompt le passage. Ce n'est pas un blocage visible, ce n'est pas un manque d'information, c'est quelque chose de plus subtil, quelque chose qui agit juste avant l'action, sans bruit, sans signal évident, comme un décalage intérieur qui s'installe au dernier moment. Et parfois, vous ne comprenez même pas pourquoi. Pourquoi arrive-t-il parfois de savoir exactement quoi faire, sans réussir pour autant à passer à l'action? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, nous avons vu quelque chose d'essentiel, qu'une vie ne change pas simplement parce qu'on la comprend davantage. Elle change lorsque certaines choses cessent d'être acceptables, lorsque le seuil intérieur est franchi. Mais il existe un moment encore plus subtil, un moment où ce seuil est presque atteint, où tout semble déjà clair et pourtant rien ne bascule. Car il faut distinguer deux formes de clarté, la clarté mentale et la clarté intérieure. Et parfois, les deux ne coïncident jamais. On peut très bien comprendre une situation sans pour autant la ressentir comme insupportable. On peut voir clairement ce qui ne fonctionne pas, sans que quelque chose en nous soit encore prêt à en sortir. Et c'est précisément là que quelque chose se joue. Alors une question devient centrale. Qu'est-ce qui empêche le mouvement au moment même où tout semble déjà compris? Nous devons d'emblée balayer une illusion courante. En effet, il existe une idée que nous tenons souvent pour évidente, celle que comprendre devrait suffire pour agir, comme si la clarté mentale devait automatiquement produire du mouvement. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Il arrive que tout soit déjà clair. On voit la situation parfaitement. On identifie ce qui ne fonctionne pas très clairement. On comprend même ce qu'il faudrait changer, précisément. Et pourtant, rien ne se passe. C'est ici que quelque chose devient difficile à saisir. Parce qu'au moment même où tout est clair, il y a comme une attente implicite, une sensation très discrète que quelque chose devrait basculer. On s'attend donc à un passage automatique, un déclenchement soudain, une mise en mouvement presque involontaire. Mais ce passage ne vient pas. On reste alors dans une forme de lucidité sans transition, une compréhension qui ne se transforme pas en action. Et plus ce décalage dure, plus il devient difficile à expliquer simplement, car ce n'est ni un manque de clarté, ni un manque de compréhension. C'est autre chose, quelque chose qui se situe entre la lucidité et le passage à l'acte. Un endroit où, paradoxalement, tout est visible, mais rien ne bouge. Alors une question devient incontournable. Si ce n'est pas la compréhension qui bloque, qu'est-ce qui empêche encore le mouvement au moment précis où il pourrait se produire? Dans la plupart des cas, ce qui bloque l'action n'est pas un refus clair, ce n'est pas un non, c'est une résistance plus discrète, une forme de résistance intérieure. Et le plus important, c'est qu'elle n'apparaît pas au moment où l'on décide. Elle apparaît juste avant, au moment exact où l'action devient possible. Tout est encore clair, tout est encore logique, tout est encore faisable, et pourtant le passage ne se fait pas.
quelque chose commence à ralentir, pas brutalement, mais suffisamment pour modifier la trajectoire. Et cette résistance ne se manifeste jamais comme un blocage évident. Elle prend plutôt la forme de phrases simples, comme par exemple « pas maintenant »,« je vais le faire un peu plus tard »,« je devrais encore réfléchir un peu ». Donc l'action ne disparaît pas, elle est repoussée. Sur le moment, cela ne ressemble pas à une résistance, cela ne ressemble pas à une fuite, cela ressemble à de la lucidité, à de la prudence, à une décision réelle, à une gestion raisonnable du timing. Et c'est précisément ce qui rend ce mécanisme difficile à identifier, car rien à ce stade ne semble problématique. Et pourtant, si on observe attentivement, quelque chose s'est déplacé. La résistance est en train déjà d'agir. Elle ne dit pas non, elle retarde. Elle ne rejette pas, elle déplace, elle absorbe l'élan. Et progressivement, l'action cesse d'être un mouvement naturel. Elle devient une possibilité parmi d'autres, puis une option à remettre à plus tard, puis une idée à reconsidérer un jour peut-être, sans qu'aucun refus explicite n'ait jamais été formulé. Et c'est là que cette résistance devient difficile à voir, mais impossible à ignorer une fois qu'on l'a reconnue. À la racine de cette résistance, il y a souvent de la peur, mais pas une peur évidente, pas une peur spectaculaire, pas une peur qui se manifeste clairement comme telle. C'est une peur beaucoup plus silencieuse, une peur qui ne prend pas la forme d'une émotion forte, mais d'un ralentissement intérieur, quelque chose de diffus, difficile à saisir précisément, comme un léger décalage qui apparaît au moment où l'action devient réelle. L'élan est encore là, la compréhension aussi, mais soudain, quelque chose freine. Pas assez pour produire un refus clair, pas assez pour être identifié immédiatement, juste ce qu'il faut pour interrompre le passage à l'acte. Et c'est précisément ce qui rend cette peur difficile à reconnaître, parce qu'elle ne ressemble pas à l'image que l'on se fait habituellement de la peur. Elle ne crie pas, elle ne panique pas, elle ralentit. Elle agit en arrière-plan, à travers les hésitations, les reports, les ajustements permanents, le besoin de réfléchir encore un peu. Et surtout, ce n'est pas toujours l'action elle-même qui fait peur. C'est ce que cette action pourrait déclencher. Car au fond, agir ne signifie presque jamais simplement faire quelque chose. Une action importante modifie souvent bien plus qu'une situation extérieure. Elle modifie un équilibre intérieur, même lorsque cet équilibre est devenu inconfortable, même lorsqu'il limite la personne, même lorsqu'une partie d'elle sait déjà qu'il ne lui correspond plus. Et c'est précisément là que la résistance apparaît, parce qu'agir implique parfois de perdre quelque chose avant même de gagner autre chose. Changer peut signifier abandonner une identité devenue familière, par exemple, quitter une manière de fonctionner que l'on connaît depuis longtemps, ou renoncer à certaines habitudes qui rassuraient encore intérieurement. Et parfois, accepter de ne plus être exactement la même personne. C'est là que quelque chose devient sensible, car le cerveau ne compare pas uniquement le bien et le mal. Il compare aussi le connu et l'inconnu. Et dans beaucoup de situations, le connu paraît plus sûr que le changement, même lorsqu'il est devenu épuisant, même lorsqu'il enferme progressivement la trajectoire. Parce qu'en réalité, ce qui est familier donne une illusion de stabilité. Et toute transformation importante vient perturber cette stabilité intérieure. Alors ici, ce n'est pas l'action elle-même qui fait peur, c'est ce qu'elle oblige à quitter.
D'autres fois, ce n'est pas seulement ce que l'action oblige à quitter qui fait peur, c'est aussi ce qu'elle oblige à assumer ensuite. Car certaines décisions ouvrent des conséquences nouvelles, de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes, parfois même une nouvelle manière de vivre. Et une partie de la personne sent déjà inconsciemment qu'après certaines actions, il ne sera plus vraiment possible de revenir à l'ancien équilibre. Alors la résistance ne protège pas seulement le passé, elle protège aussi contre ce que le changement pourrait exiger. Mais ce n'est pas tout, car certaines actions ne modifient pas uniquement notre équilibre intérieur, elles modifient aussi l'équilibre autour de nous. Changer peut parfois signifier déséquilibrer certaines relations, modifier une place que l'on occupait depuis longtemps, déplaire à beaucoup de personnes, créer de l'incompréhension, de la distance, parfois même des tensions silencieuses avec l'entourage. Et même lorsque cela n'est jamais formulé clairement, une partie de nous le perçoit, parce qu'aucune trajectoire n'évolue complètement isolément. Alors dans ce cas-ci, la résistance à l'action ne protège pas seulement la personne elle-même, elle protège aussi tout un équilibre relationnel construit autour de son ancienne manière de vivre. Et c'est souvent là que les trajectoires commencent à s'immobiliser, non pas par absence de lucidité, mais parce qu'une partie de la personne perçoit déjà tout ce que le changement viendrait bouleverser et qu'au demeurant, ce changement paraît intérieurement beaucoup plus coûteux qu'il n'en a l'air. D'ailleurs, c'est précisément la raison pour laquelle cette peur agit rarement de manière frontale. Parce que si le cerveau percevait clairement « je suis en train d'éviter cette action par peur », la résistance deviendrait beaucoup plus visible. Alors le mécanisme agit autrement, de manière plus discrète, de manière plus rationnelle en apparence. La peur ne bloque pas directement l'action, elle modifie progressivement la perception de cette action. Soudain, les risques paraissent plus importants, les conséquences plus lourdes, le moment moins adapté. La réflexion s'allonge, les hésitations augmentent, de nouvelles raisons d'attendre apparaissent. Et tout cela semble cohérent, logique, responsable. C'est précisément ce qui rend ce mécanisme difficile à cerner, car l'inaction ne ressemble pas à un blocage. Elle ressemble à de la prudence, à de la maturité, à une décision réfléchie. Et plus cette logique intérieure se répète, plus elle devient crédible aux yeux de la personne elle-même. Alors graduellement, l'action cesse d'être vécue comme une nécessité immédiate. Elle devient quelque chose que l'on pourra faire plus tard. Et c'est souvent ainsi que certaines trajectoires restent immobiles, non pas par absence de compréhension, mais parce qu'une résistance invisible a lentement transformé le rapport à l'action elle-même. À partir de ce point, le processus poursuit son cours. Rien ne reste neutre. C'est alors que cette prudence commence à s'organiser en système. Au début, cette prudence semble raisonnable. Elle paraît normale à nos yeux. Il paraît tout à fait normal de vouloir être sûr, de vouloir éviter une erreur, de vouloir attendre le bon moment, de vouloir bien faire les choses. Et sur le moment, rien ne semble réellement problématique. Mais à force de se répéter quelque chose, change progressivement. La prudence cesse d'être un simple outil ponctuel. Elle devient une manière entière de fonctionner.
Et souvent, la personne ne remarque même pas ce basculement, parce qu'il ne ressemble pas à un effondrement brutal. Il ressemble à une continuité logique. C'est juste que progressivement, agir devient de plus en plus rare. Attendre devient de plus en plus naturel. Réfléchir commence de plus en plus à remplacer décider. Sans même s'en rendre compte, la personne finit par construire tout un rapport au monde autour de cette prudence permanente. L'action cesse alors d'être un mouvement spontané. Elle devient quelque chose qu'il faut intérieurement autoriser. Et c'est souvent ici que certaines trajectoires commencent réellement à se figer. Maintenant, le lien avec l'épisode précédent devient essentiel. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du seuil de tolérance. Du moment où une situation cesse intérieurement d'être acceptable, du point où continuer devient plus difficile que changer. Mais ici, nous sommes juste avant ce basculement. Le moment où tout semble presque prêt, où la lucidité est déjà là, où la tension intérieure commence à devenir forte. Et pourtant, quelque chose retient encore le mouvement. Parce qu'après tout, une partie de la personne perçoit déjà que le changement viendrait bouleverser beaucoup de choses. Elle perçoit déjà ce qu'il faudrait quitter, ce qu'il faudrait assumer et parfois même ce que cela modifierait autour d'elle. Alors, ce seuil approche sans être complètement franchi. La personne oscille entre deux équilibres. Celui qu'elle ne supporte plus totalement et celui qu'elle n'est pas encore prête à assumer pleinement. Et c'est souvent dans cet espace intermédiaire que les trajectoires restent suspendues pendant très longtemps. Cela nous permet maintenant de comprendre quelque chose d'essentiel. La raison pour laquelle certaines personnes semblent parfois si proches du changement sans réussir encore à en franchir le seuil. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours la lucidité qui manque, c'est parfois tout ce que le changement viendrait intérieurement bouleverser qui retient encore le passage à l'acte. Et souvent, le véritable basculement ne commence pas immédiatement dans l'action. Il commence beaucoup plus tôt, au moment où la personne commence enfin à voir clairement ce qui agissait jusque-là en arrière-plan. Quand elle réalise que le problème n'était peut-être pas uniquement un manque de temps, ni un manque de préparation ou un manque de certitude, mais une résistance intérieure devenue invisible à force d'être répétée. Car tant que cette résistance reste confondue avec de la prudence, elle continue naturellement à diriger la trajectoire. Mais lorsqu'elle devient identifiée et nommée, quelque chose commence déjà à se déplacer intérieurement. La personne ne fonctionne plus exactement de la même manière face à ses hésitations, face à ses reports, face à ses pas encore. C'est ce qui permet souvent à certaines trajectoires de commencer lentement à sortir de l'immobilité. Non pas parce que toute peur a disparu, mais parce que la personne commence enfin à voir clairement ce qui retenait encore le passage. En fin de compte, nous venons de voir que ce qui empêche l'action n'est pas toujours ce que nous pensons. Ce n'est pas forcément un manque de capacité, ni un manque de lucidité. C'est parfois une résistance beaucoup plus silencieuse, une peur qui n'a même plus besoin d'être ressentie clairement pour continuer d'agir. Et tant qu'elle reste invisible, elle continue discrètement à orienter nos décisions, à ralentir nos mouvements,
à maintenir certaines de nos trajectoires dans l'immobilité. Le véritable blocage ne se situe donc pas toujours dans ce que nous comprenons. Il se situe parfois dans ce qu'une partie de nous continue encore à protéger intérieurement. Et c'est souvent là que commence réellement le changement. Quelque chose finit malgré tout par céder intérieurement, non pas parce que nous comprenons mieux, mais parce qu'à un certain point, ce qui retenait encore le mouvement ne tient plus tout à fait de la même manière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées dans cet épisode vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire. De plus, si certains sujets autour des questions de trajectoire ou de stagnation ou de transformation vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Et enfin, pensez à suivre la chaîne si ces réflexions vous aident à clarifier certaines choses dans votre vie. Comme ça, vous serez au courant pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.